Merci beaucoup d'être ici en si grand nombre. Merci au comité organisationnel du symposium aujourd'hui. Je pense qu'ils ont fait un beau travail. Ça a l'air très, très bien organisé. C'est quand même un sujet qui est excitant à la fois pour ceux qui tripent sur les données, mais c'est un sujet qui peut être un peu sec. Donc, je vais essayer d'être dynamique un peu pour garder la salle réveillée. Puis, je vais commencer par un mini-sondage. Dans la salle ici, selon vous, selon votre expérience, qui a de l'expérience, selon vous, avec travailler sur un projet Big Data, qui a utilisé le Big Data pour faire quelque chose, résoudre un problème d'affaires? Levez votre main. OK, très, très bien. Excellent. Oui? Au podium, moi, c'est vrai. OK, bon, bien, parfait. Alors, il y a deux grandes tendances dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, on va aller dans un peu de détails sur chacune de ces tendances-là, mais essentiellement, il y en a deux. Il y a un déluge de données qui s'en vient. Donc, on veut comprendre pourquoi et comment ça nous impacte. Puis deuxièmement, puis là, ce n'est pas pour voler le punch, parce qu'il y a plus de punch que ça, mais la prolifération des appareils mobiles. Donc, je pense ce matin, là, je vois qu'il y a des téléphones mobiles sur tous les pupitres. Qui a vérifié ses emails ce matin? Non, attends une minute. Qui n'a pas vérifié ses emails ce matin avec soit un iPad ou un téléphone mobile? Ah, il y en a un. Félicitations. Donc, essentiellement, ça va avoir un impact. Bien, ça a déjà un impact. C'est que de plus en plus, ça va changer comment on consomme les données. Et puis, le téléphone mobile, il ne faut pas se le cacher, ça génère des données également. On va voir ça. Alors, bien, on est à l'ère des zettabytes en ce moment. Les zettabytes, pour ceux qui ont étudié un petit peu les mathématiques, c'est 10 à la 21. Un terabit, donc on parle souvent des bases de données à l'intérieur des organisations. Quand ça commence à être gros, là, on parle de terabits, en termes de terabits. C'est 10 à la 12. Les zettabytes, c'est 10 à la 21. Essentiellement, là, c'est quand même, c'est difficile à concevoir, mais il y a 3 ans, si on prend toutes les données qui existaient, donc tous les livres qui n'ont jamais été imprimés, toutes les données qui n'ont jamais été créées dans les entreprises, tous les sites web qui n'ont jamais été créés, etc., ça donnait un total de données, et depuis 3 ans, ça l'a quadruplé. Donc, c'est un peu difficile à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe plusieurs choses. Mais surtout, c'est qu'il y a des capteurs. Donc, que ce soit vos téléphones mobiles, évidemment, là, vous transmettez souvent l'endroit où vous êtes, vous faites des interactions, vous allez regarder vos courriels, etc. On commence à parler du Internet of Things, l'Internet des choses. De plus en plus, on va voir qu'à la maison, vous avez de l'équipement qui sont capables d'être connectés à votre réseau sans fil, puis que vous pouvez contrôler à distance. Ça commence à devenir de plus en plus commun, ces choses-là. Et puis, ces équipements-là génèrent tous des données. Par exemple, je pense que tout le monde entend les pubs à la radio puis à la télé. Assurance Desjardins avec Ajusto, et puis là, toutes les autres compagnies d'assurance vont sûrement suivre, et vont suivre d'ailleurs. Mais Ajusto, c'est des capteurs dans les automobiles qui essaient de voir un peu, de mesurer certaines choses qui se passent dans votre conduite pour voir est-ce que vous êtes un conducteur qui est plus à risque ou moins à risque. Puis ça fait plein de sens quand on y pense. Comme je disais, il y a des GPS, il y a toutes sortes de choses, puis ça peut être très poussé. Il y a des applications là-dessus biométriques, etc. Alors, puis ces capteurs-là génèrent une tonne de données. Donc,
acheter, je pense, vous pouvez acheter des fils de l'information sur ce qui est discuté à propos de votre brand, par exemple. Facebook vont vous charger de l'argent pour ça. Et c'est que cette plateforme-là, en fait, ne charge pas aux gens qui sont des membres. Ils vont charger l'interaction et tellement de choses qui se passent sur leur site de vous vendre de l'information qui est très... puis que vous voulez probablement suivre. Alors, la valeur des données n'est plus... J'imagine qu'il y a des gens ici qui lisent l'Économiste. C'est une très bonne revue. C'est très intéressant. Il sort toutes sortes de choses des fois. Il y a des données partout. Et la raison, il y a un paradigme qui se passe en ce moment. Dans le passé, on créait des systèmes informatiques, comme par exemple SAP, des choses comme ça, pour automatiser puis rendre plus efficaces les processus d'affaires. Comme sous-produit, il y avait des données qui se créaient dans une base de données. À un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est dit, on a toutes ces données-là, depuis 1 an ou 2, ça serait peut-être le fun de les sortir puis d'essayer de faire de l'analyse de tendance, voir un peu est-ce que nos ventes montent et descendent. Donc, on a commencé à analyser les transactions qui étaient dans les données des systèmes qui créaient ces données-là, mais les données, c'était un sous-produit. Notre objectif, c'était vraiment d'automatiser puis de rendre plus efficace notre processus d'affaires. Aujourd'hui, les données deviennent un peu le nouveau pétrole. Parce que là, on est capable de mesurer toutes sortes de choses. On peut mettre un capteur à la porte en avant pour savoir combien de fois les gens sortent de la salle. On peut mettre des détecteurs de mouvement. On pourrait faire plein de choses pour essayer de voir un peu, dans une salle comme ici aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font, comment ils se comportent. Est-ce que le présentateur il est intéressant ou il y a beaucoup de gens qui vont à la toilette? On pourrait voir qu'il y a des changements d'une présentation à l'autre. Que je vais vous regarder là, si vous sortez. Alors, il y a un paradigme qui se passe, c'est que là, maintenant, les données sont le nouveau pétrole. On essaie de mesurer pour être certain qu'on est capable de détecter certaines tendances, certains mouvements, certaines choses qu'on n'était pas capable de faire avant. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact? Bien, comme je disais tout à l'heure, il y a des interactions. Alors, on parle de données volumineuses. On parle des 3V, là, puis encore une fois, de définir le big data comme les 3V, volume, vélocité puis variété, c'est peut-être une façon de le regarder qui n'est pas très à faire. C'est beaucoup plus technique. Ça va aider certaines compagnies à vendre des produits informatiques. Mais d'un point de vue business, quand vous avez des problèmes d'affaires, ça ne vous donne pas grand-chose de savoir ça. L'idée, c'est que le big data, c'est juste que c'est des sources différentes, typiquement externes à l'organisation, qui ne sont pas internes à l'organisation, et il peut y en avoir beaucoup. Alors, il y a une façon de gérer ça puis de travailler ça. Tout le marché de big data, une des réponses au sondage, c'était que c'est un gros buzzword marketing, puis c'est vrai. C'est un gros buzzword marketing, puis ce matin, moi, ce que j'essaie de faire, puis vous allez le voir un petit peu plus tard dans la présentation, c'est peut-être pas évident en ce moment, c'est qu'on veut focuser un peu plus sur la business. Qu'est-ce qu'on est capable de vraiment faire avec ça? Qu'est-ce qui est possible de faire avec ça versus parler un peu, si vous êtes en train de vous noyer, d'écrire l'eau, ça ne donne pas grand-chose. Alors, ça grandit à peu près 7 fois plus vite que tous les autres secteurs TI. Encore une fois, vous n'êtes pas en TI généralement, mais c'est intéressant de voir que les gens comprennent qu'il y a des grosses possibilités. Il y a beaucoup d'investissements qui se fait de ce côté-là. Et la raison pourquoi c'est justifié de faire ces investissements-là, c'est parce que les gens voient le potentiel. Okay? Je pense que vous le voyez, vous autres aussi. L'autre chose qui est intéressante, c'est que la technologie commence à exister qui nous permet d'éliminer l'échantillonnage. Ça, c'est important à souligner parce que l'échantillonnage, c'est sûr que quand on parle on fait des sondages, par exemple, c'est ça qu'on fait, on fait un peu d'échantillonnage. Si on était capable de parler à tout le monde en temps réel, puis de savoir exactement c'est quoi l'opinion du public immédiatement, c'est comme le monsieur disait ce matin, écoute, moi, je ne ferai plus des sondages, je vais peut-être faire autre chose. Puis on espère qu'il va pouvoir définir sa business pour le futur, mais c'est vrai, on n'aura plus besoin d'en faire des sondages. On va le savoir immédiatement. Alors, la technologie, elle existe pour éliminer l'échantillonnage et éventuellement, cette technologie-là va permettre de savoir ce qui se passe en temps réel. Ce n'est pas le cas en ce moment, mais ça va venir.
Alors, c'est là qu'il y a beaucoup d'investissements. Vous avez sûrement entendu parler de quelque chose qui s'appelle Hadoop. Ça aussi, c'est le gros buzzword. C'est un buzzword plus... c'est plus technologique, mais toutes les Yahoo, les Facebook, les Google de ce monde utilisent une forme de cette plateforme-là. Et il y a beaucoup de possibilités qui sont faites avec ça. C'est un enablers, comme ils disent, mais c'est pas une fin en soi. C'est pas quelque chose que, pour vous, c'est important. C'est juste que ça existe. Par contre, c'est ça qui permet d'éliminer l'échantillonnage. Les technologies existantes ne vous permettront pas de faire ça nécessairement. C'est sûr qu'il y a plein de choses qui se passent qui font que les compagnies essaient de pousser les technologies existantes le plus loin possible, mais il y a un moment donné où est-ce que les économies d'échelle ne fonctionnent plus, puis il faut basculer puis faire changer la donne un peu. Et c'est ça que Hadoop fait. C'est une technologie qui change un peu la donne. Une autre chose à se rappeler également, c'est que le big data, ce n'est pas nécessairement aller chercher plein de données, toutes les données qui existent sur vos clients, externes ou internes, toutes les données de Facebook, etc., amener ça à l'interne, puis analyser tout. J'ai vu dans le sondage ce matin qu'il y a quelqu'un, pas quelqu'un, mais il y a des gens qui disaient le big data, c'est l'analyse exhaustive de toutes les données sur nos clients. Plus tard, je vais faire l'argument que peut-être pas. En tout cas, c'est quelque chose à penser. C'est sûr, si on essaie de tout considérer, c'est encore essayer de boire d'un boyau de pompier, là. Okay? Il y en a beaucoup, puis ça peut être difficile d'arriver à des fins de façon rapide. Alors, comme dans tout, si on veut réussir à faire quelque chose, on découpe le problème en morceaux, puis on l'attaque en plus petits morceaux. Comme ils disent, manger un éléphant, c'est une bouchée à la fois. Alors, juste pour revenir à ça, il y a des offres Software as a Service, comme par exemple le Dow Jones News Analytics. C'est du big data. C'est juste qu'ils font une gestion au préalable pour vous. Google Alerts, c'est du big data. Ils scannent tout ce qui se passe sur l'Internet, surtout sur les nouvelles, etc., puis sont capables de relever un keyword, le nom de votre compagnie ou le nom de votre produit, puis vous allez savoir qu'est-ce qui se dit sur votre produit. Alors ça, c'est possible aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'implanter des gros systèmes pour être capable de suivre ce genre de choses-là. Puis ça, ben, c'est prendre avantage du big data. Alors, big data, ce n'est pas nécessairement une grosse affaire. C'est des choses que vous pouvez faire déjà aujourd'hui. Alors, pour sortir la valeur du big data, il y a vraiment deux façons de le regarder. Soit qu'on fait l'utilisation analytique pour découvrir des tendances. Donc, l'AMR a commencé comme faisait beaucoup de segmentation de marché. Mais c'est encore vrai, on veut encore en faire de ça. Et puis, en utilisant le big data pour aller chercher de l'information qui nous permettre de mieux segmenter notre marché, bien, ça, c'est une utilisation analytique. Il y a aussi la facilitation, ou la création, l'amélioration de nouveaux produits. Alors, on est capable, je vais donner quelques exemples, on est capable d'améliorer le produit qui existe en utilisant le big data. Si on pense, par exemple, à Ubisoft, ils utilisent le big data. Vous pouvez vous imaginer qu'ils tentent d'améliorer leur jeu. Ils veulent que ça soit plus facile, ils essaient de voir où est-ce que les gens sont bloqués, ils veulent rendre les choses plus intéressantes, plus excitantes, parce qu'ils veulent que les gens continuent de jouer à leur game. Tu sais, si on joue Assassin's Creed, puis ça nous prend... c'est impossible de se rendre à la fin, peut-être que ça marche moins bien. Donc, on veut peut-être ajuster ce genre de choses-là. Puis le big data peut nous permettre de voir où les gens restent pris. Mais c'est difficile de le voir comme ça parce qu'on n'est pas avec les gens. Netflix, par exemple, l'engin de recommandation, je pense que tout le monde connaît c'est quoi Netflix, s'ils ne sont pas déjà des membres, pour améliorer leur engin de recommandation, bien, ils utilisent le big data. Pour améliorer la robustesse du service également, quand je dis ça, c'est que des gens sont sur des plateformes, des fois des iPads, des fois des téléphones cellulaires, excusez-moi. Des fois sont sur le réseau LTE, des fois sont sur du Wi-Fi, sont-ils à la maison, sont-ils au bureau. Alors, c'est quand est-ce qu'ils utilisent la plateforme et quand est-ce qu'elle est bonne puis quand est-ce qu'elle fonctionne moins bien. Alors, ils sont capables d'améliorer leur service basé sur ce qu'ils découvrent, quand est-ce que ça reste bloqué, quand est-ce que ça ne passe pas, etc.
Alors, pour être capable d'améliorer le service, ils utilisent le big data. J'ai parlé de la campagne Obama. Alors, ils voulaient savoir à qui je parle et qu'est-ce que je leur dis. Parce que vous pouvez, il y a eu une étude qui a été faite. Quand on envoie une communication par courrier, une lettre, par exemple, qui parle de quelque chose, les chances de convertir la personne, c'est à peu près, je ne me rappelle pas des chiffres exacts, là, mais les proportions à peu près, peut-être 10 Quand on les appelle par téléphone pour leur parler, ça monte à peut-être 25. Quand on va les voir, on cogne à leur porte et on a une conversation avec eux dans leur portique, c'est à peu près 75 à 80 Alors, ils se sont dit, il faut aller parler aux gens. Oui, mais c'est parce que tu ne peux pas aller parler à tout le monde. C'est impossible. Alors, à qui on va aller parler? Dans quel état? Qu'est-ce qu'on va leur dire? C'était quelque chose qu'ils devaient faire et ils l'ont bien fait. Il y a un livre qui a été écrit, peut-être vous pouvez le prendre en note, je ne l'ai pas mis là-dessus, c'est par un gars qui s'appelle Sasha Eisenberg et ça s'appelle The Victory Lab. Et ça explique exactement tout ce qu'ils ont fait pour réussir à élire Barack Obama d'un point de vue data science. Fait que ça s'applique à votre domaine. C'est juste qu'au lieu d'être une campagne politique, c'est plus la réalité de votre organisation. Mais le processus qu'ils ont dû passer à travers, c'est très éducationnel. Ça peut vraiment aider à penser à comment je vais structurer un projet qui prendrait avantage du big data. Fait que ça, c'était, je reviens en arrière, ça, c'était pour l'amélioration du produit. Pour l'analyse et la découverte de tendances, Facebook, comme vous le savez, il y a beaucoup d'interactions entre les gens, entre des amis, avec des compagnies, des films, etc., toutes les pages Facebook qui peuvent bien exister. Alors ça, sont capables de maintenant, ça vous le voyez quand vous allez sur votre Facebook, si vous êtes membre, vous avez des publicités qui ont l'air d'être très spécifiques à ce que vous regardiez hier ou ce que vous regardiez ce matin. Alors, ça existe déjà, ça marche déjà, mais il y a des façons faciles de faire ça. Là. Il y a des keywords qui sont capables de garder les mots-clés que vous avez utilisés ou les interactions récentes que vous avez faites. C'est assez banal, mais il y a des choses beaucoup plus complexes qu'ils sont capables de faire pour être capable de vous donner une publicité qui est ciblée. American Express, ça, c'est plus un problème traditionnel, mais comme il y a beaucoup de gens, on commence à parler de données quand même assez volumineuses, qui ont été capables de prédire le 24 de gens qui étaient pour partir dans les prochains 4 mois. Alors, dans les compagnies d'assurance, ils font beaucoup ça, la rétention de clients, dans les compagnies de telco. Éventuellement, ça ne sera pas juste avec des données internes, ça va être avec des données externes. L'idée de... Lorsqu'on fait des modèles analytiques, puis le prochain conférencier, Michel, va sûrement vous en parler un peu, à un moment donné, on ne peut pas considérer 3000 variables. Éventuellement, peut-être pas tout de suite, mais éventuellement, les outils, les connexions vont se faire qu'on va être capable de considérer beaucoup plus de variables qu'on considère aujourd'hui, et la plateforme TI en arrière va être capable de cruncher les données qu'aujourd'hui, peut-être c'est moins facile. Alors aujourd'hui, on fait des modèles basés sur X nombre de variables, et puis c'est bon. Mais si on était capable de multiplier le nombre de variables, peut-être qu'on irait chercher certaines tendances intéressantes. Puis l'idée, c'est que quand on essaie de découvrir des tendances, c'est là que la nouvelle business, elle est. Donc, l'analyse et la découverte de tendances nous permet de créer peut-être des nouveaux produits, de créer des nouvelles offres qui pourraient nous démarquer de la compétition. Alors, c'est une des raisons pourquoi vous êtes tous intéressés, vous êtes tous ici ce matin, c'est parce que vous êtes intéressés à voir comment est-ce qu'on peut prendre avantage de ça pour se démarquer de la compétition. Un autre exemple, Sojourn, qui regarde toutes les données là, de vol, de combien de gens voyagent, où est-ce qu'ils restent, combien de temps qu'ils restent, etc. C'est quoi toutes les interactions, pour essayer de voir un peu comment est-ce qu'on est capable de faire des offres et maximiser le profil ou le segment qui nous rapporte le plus. En fait, ça peut être un problème business très précis qu'on essaie de faire.
Alors, bien évidemment, l'application du Big Data, bien, changer la stratégie de publicité. Donc, on veut changer les choses un peu. On veut mieux segmenter le marché, c'est souvent une application du Big Data. Augmenter le montant dépensé moyen par client, c'est une autre application. Réduire la fraude. Système de sécurité de voiture, bien, oui, c'est ça. Je n'irai pas dans le détail parce que ça pourrait être long. Optimiser, par exemple, l'utilisation des coupons et des promotions. Donc, je pense que vous connaissez les exemples classiques, l'histoire des couches puis des... je pense que c'est un mythe, de toute façon, c'est pas vraiment vrai, mais l'exemple est bon pareil, c'est les couches puis la bière. Il y avait une interaction, fait que si on met la bière puis les couches en vente en même temps, bien, on perd de l'argent parce qu'ils viennent pour acheter de la bière puis ils achètent les couches en même temps. Donc, on doit souvent garder les couches au prix puis mettre une promotion sur un des deux produits. Puis évidemment, la rétention. La deuxième chose qui se passe, c'est la prolifération des appareils mobiles. Puis ça a un gros impact. Bon, un appareil mobile, c'est définitivement un capteur, comme on en avait parlé un petit peu plus tôt. C'est aussi une façon de consommer l'information qui fait que ça change un peu la donnée. Quelques petits chiffres. En 2013, il y a 1,3 milliard d'appareils mobiles vendus, dont 85 c'était soit des tablettes ou des téléphones intelligents qui se connectaient sur les réseaux. Là. Okay? Alors, c'est impressionnant. Il estime 1,7 milliard en 2017. Dans le monde, en ce moment, il y a 6 milliards de téléphones, d'appareils mobiles, et ça, c'est une pénétration de 75 C'est assez incroyable. Là. Alors, c'est sûr que c'est un boom pour l'accès Internet mobile. Ce qu'ils disent, en fait, c'est que bientôt, là, c'est la dernière ligne en bas, le trafic Internet mobile est sur le point là, de devancer le trafic Internet sur PC. Alors, imaginez, on travaille, tout le monde a des PC au travail, on est connecté à l'Internet régulièrement. Bien, là, les téléphones mobiles, ensemble, les appareils intelligents vont dépasser ce qu'on fait sur des PC. C'est assez... ça change les choses. On voit aussi, par exemple, je ne sais pas si vous avez Android sur vos téléphones, mais ça existe aussi sur l'iPhone, là, avec Siri. C'est qu'ils sont capables de déterminer où vous êtes et ils vous parlent un peu de ce qui vous intéresse, basé où est-ce que vous êtes et ce que vous faites en ce moment. Donc là, c'est simple, ils utilisent l'heure de la journée et votre endroit pour être capable de vous dire, par exemple, bien, si vous partez en ce moment, là, ça va vous prendre 40 minutes pour vous rendre chez vous. Mais ils ne vous diront pas ça à midi. On va dire ça vers 4 heures, 4h30. Donc, vers la fin de la journée, etc., etc. Si les Canadiens ont joué hier soir, bien, pendant la journée, bien, vous allez avoir le résultat de ce match-là, parce que c'est ça qui vous intéresse et pas d'autre chose. Aujourd'hui, c'est très paramétrisé, ce service-là, mais éventuellement, vous pouvez vous imaginer que, basé sur les interactions, bien sûr, si vous êtes d'accord à partager ces interactions-là que vous faites, ils vont vous redonner un service qui est accru. On va en parler tout à l'heure de la sécurité de l'information puis cet enjeu-là. Les données générées par un téléphone intelligent sont multiples. Fait qu'il y a les mouvements, il y a vos achats, le furetage, les médias sociaux puis tout ça. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on peut combiner évidemment le moment de la journée que vous le faites, la place où vous êtes. Donc, toutes ces choses-là que vous faites sur vos téléphones, dépendant d'où vous êtes, etc., on met les interactions ensemble, ça change, ça donne de l'information qui peut être utilisée pour vous rendre un meilleur service. Donc, il ne faut pas penser là, que les compagnies veulent vous bombarder de publicité parce que, regardez, avec la loi anti-spam et tout ça, avec le temps, on sait que ça ne fonctionne pas. En fait, on fâche notre client plus qu'on augmente nos opportunités d'affaires quand on les bombarde. C'est pour ça qu'avec le big data, puis avec en fait l'analyse des données, ce qu'on veut faire, c'est être capable d'avoir une meilleure conversation avec ces clients-là. Pour être capable de dire, regarde, je ne veux pas le bombarder, mais quand je vais y envoyer l'affaire, il y a bien des chances que ça va l'intéresser, puis il va trouver ça intéressant. Donc, il va dire, sais-tu quoi?
Oui, je vais la partager, mon information avec toi, parce que, tu sais, tu ne m'écœures pas. Tu m'envoies des choses qui sont pertinentes pour moi. C'est un service que j'aime. Je suis intéressé. C'est bon? Alors, les objectifs qu'on tente d'atteindre quand on essaie d'utiliser le fait qu'il y a beaucoup d'appareils mobiles, c'est procurer une meilleure expérience. On veut que ça soit pertinent, ça, c'est ce que je viens d'expliquer. On veut aussi avoir un engagement avec notre marque. Donc, on ne veut pas juste envoyer de la publicité puis des offres. On veut aussi comprendre quand est-ce que mes clients, mes consommateurs interagissent de façon positive avec ma marque. C'est quand est-ce que ça va bien, quand est-ce que ça les intéresse de parler de quelque chose. Tu sais, par exemple, si on regarde les témoignages, il y a des gens qui sont excités à laisser des témoignages positifs sur un hôtel, sur un produit, des choses comme ça. Alors, c'est intéressant de comprendre c'est quoi la motivation, qu'est-ce que ce client-là a fait, qu'est-ce qu'il a acheté, c'est quoi son profil, pour essayer de voir, parce que ce n'est pas tout le monde qui a une bonne expérience qui vont laisser un témoignage positif. Il y a des gens que, dans leur tête, sont trop occupés. Alors, il y a quand même un sous-ensemble de la population. Si on était capable d'identifier ces gens-là et d'identifier quand est-ce que ce type de gens-là laissent des choses positives, on pourrait faire quelque chose. Quoi, là? Bien, ça, c'est votre challenge. Qu'est-ce qu'on fait avec l'information? Mais si on savait comment cibler et c'est qui ces gens-là, puis qu'est-ce qu'on peut leur dire, qu'est-ce qui les fait réagir, on serait peut-être capable d'augmenter l'interaction avec notre marque. C'est sûr qu'on veut aussi avoir une résonance avec la marque qui fait que les gens sont loyaux. Donc, par exemple, ce qui va venir, ce n'est pas encore aujourd'hui, mais Amazon veut commencer, ils pensent dans le futur, là, ils veulent commencer à livrer des produits que vous n'avez pas nécessairement commandés. C'est intéressant. C'est sûr qu'il y a des gros risques de coûts là-dedans, là, mais qu'est-ce qui se passe, c'est qu'avec les données volumineuses, tu sais, si vous imaginez, là, vous regardez dans la dernière année, là, puis vous êtes capable d'analyser absolument toutes les transactions qui se font sur Amazon, mais toutes. Vous êtes capable de toutes les voir, toutes les interactions, toutes les transactions, de faire des liens avec toutes ces choses-là. Aucun échantillonnage, aucun modèle. Vous êtes dans le détail, vous êtes au niveau le plus détaillé. Bien, il est peut-être possible que vous pourriez prédire que, bien écoute, j'ai vu là 42 fois que ce profil-là spécifique va acheter ce produit-là. Puis il va l'acheter à ces dates-là. Alors, il y avait un moment donné, je ne sais pas si vous faisiez ça dans le temps, Columbia House, ils vous envoyaient des CD d'avance, là. Vous enregistriez, puis vous envoyez ça chez vous. Puis si vous ne l'aimiez pas, vous le renvoyez. La plupart du temps, je les gardais, les CD. Parce que, bon, il avait vérifié un petit peu c'était quoi mes intérêts, etc. C'était très rudimentaire. Mais si on pense à ce modèle-là, Amazon, eux autres, ils veulent le pousser à l'extrême. On veut aussi comprendre le sentiment par rapport à notre marque ou à nos produits et agir en conséquence. Tu sais, encore une fois, sur TripAdvisor, on voit des fois des revues, puis il y a des directeurs généraux, par exemple, de l'hôtel. Systématiquement, ils font des commentaires, puis ils répondent aux clients qui laissent des revues. Bon, ça, c'est une façon de faire les choses, mais il y a d'autres façons peut-être d'interagir avec les gens basées sur le sentiment et ce qu'on pourrait faire passer comme message. Les attentes, c'est que, bien écoutez, les gens mobiles sont toujours branchés. Donc, c'est important de comprendre qu'ils sont tout le temps là. Ils sont tout le temps branchés, et ils transmettent des données et ils sont prêts à recevoir des données. En ce moment, vous avez l'œil sur votre téléphone. Si vous voyez que l'écran est flic, vous allez regarder. La plupart des gens sont comme ça, là. Alors, les interactions sont très instantanées, donc il n'y a pas de délai. Pour pouvoir répondre à ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des meilleurs modèles de prédiction. Big Data nous permet de faire ça. Encore une fois, parce que l'échantillonnage peut être beaucoup plus large, donc ça nous donne des réponses plus précises. On pourrait aussi créer des feedback loops là-dedans. Si je reviens à la campagne Obama, c'est un peu ce qu'ils ont fait.
sont pas assis dans leur laboratoire, utiliser toutes les données, puis essayer de découvrir des tendances, puis partir juste comme ça. Ils ont fait des tests. Donc, ils ont découvert des tendances, ils ont fait un modèle, ils ont testé le modèle dans une petite place, ils ont regardé le résultat, puis basé sur le résultat, ils ont amélioré leur modèle, puis ils ont fait ça de plus en plus pour éventuellement arriver à un modèle qui faisait beaucoup, beaucoup de sens, qui les aidait. Puis c'est un modèle qui est tout le temps en continu. Fait que ça soit sur vos données internes d'organisation ou sur du big data, c'est quelque chose qui va tout le temps devoir être en continu et mis à jour. Donc, pour la deuxième tendance sommaire, c'est qu'il y a de plus en plus de capteurs. On mesure tout. Il y a des données de médias sociaux qui se mettent avec ça. On double aux 2 ans, donc les données vont doubler aux 2 ans. Donc, il y en a pas mal. La technologie permet de faire beaucoup plus maintenant, puis de gérer un volume de données plus grand. C'est une chose de dire, par exemple, que on prend un feed de Facebook. C'est une chose. Après ça, des fois, il faut la combiner avec d'autres informations, cette information-là. Donc, de l'information qui vient digérer et sommariser, vous perdez la possibilité de lier l'information détaillée avec autre chose. Peut-être un autre feed, quelque chose qui vient de quelque part d'autre, des données internes, pour éventuellement ramener des tendances combinées. Quand on pense à faire des modèles prédictifs avec 10, 20, 50, 100 variables, bien, chacune de ces variables-là, on va au niveau des transactions et des interactions, puis chacune de ces variables-là, ne viennent pas nécessairement du même système, ils ne viennent pas de la même source. Fait que si vous allez chercher de l'information de quelqu'un qui vous digère cette information-là d'emblée, bien, c'est le fun, vous pouvez partir plus rapidement. Par contre, vous perdez le lien aux données les plus granulaires. Puis ça peut vous empêcher de faire des modèles aussi précis que vous voudriez faire. Fait que c'est pour ça que là, la technologie, éventuellement, où est-ce que vous éliminez l'échantillonnage, vous êtes capable de manipuler des gros volumes, ça va devenir important. Évidemment, il y a des pépites d'or qui se trouvent dans les données. Là. Ça, il n'y a pas de revenez-y, c'est clair. On veut aussi améliorer les produits. Donc, le big data peut être fait pour développer des tendances et comprendre mieux nos clients et segmenter, mais aussi pour améliorer les produits. Le téléphone mobile, c'est un générateur et un consommateur de données. On veut produire des meilleures expériences. Puis les consommateurs vont s'attendre à avoir des interactions qui sont instantanées. Donc, je pense que vous avez entendu cet exemple-là. Je passe en avant d'un certain magasin, je suis intéressé par les produits Apple, je passe en avant d'un Future Shop, puis ils ont décidé de mettre l'iPad mini en vente, par exemple. Je ne sais pas si ça se fait, là, mais ce genre de choses-là. Alors peut-être que c'est intéressant pour moi, parce que quelque part d'autre, j'ai fait des recherches sur les iPads récemment. Alors, je dois être intéressé par ça. Alors, tu sais, un Google pourrait... Puis Google est très fort dans la publicité, comme vous le savez. Alors, Google pourrait faire ce genre de choses-là. Alors, les possibilités marketing du big data, puis comment s'y prendre. La réalité, c'est que on commence à travailler avec le big data. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de possibilités, mais on est quand même au balbutiement. On fait des projets pilotes, on essaie de travailler certaines choses, on va chercher certains feeds des médias sociaux. Alors, oui. Mais avec le temps, on va devenir encore meilleur à manipuler ce genre d'informations-là. Alors, il y a peut-être des approches et des façons de faire qui vont vous permettre de le faire avec plus de succès et avec moins de risques surtout. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du marketing mobile. Les gens sont toujours en ligne. Les utilisateurs vont répondre positivement aux offres qui sont géo-adaptées. Je l'ai mentionné aussi. C'est important de s'intégrer aux fonctions natives du téléphone. Comme par exemple, de recevoir un SMS pour une offre, c'est une chose. Que je sois en train de regarder sur un Google Maps, puis que je vois quelque chose pas loin de moi, un endroit qui peut m'intéresser, un restaurant ou chose comme ça,
ça a de l'air plus intégré puis moins encombrant, tu sais, je te pousse une pub. Ça a de l'air intégré avec la plateforme. Donc, c'est important qu'un coup que vous avez découvert les tendances, que vous vous intégriez avec les fonctions natives des téléphones et des appareils mobiles. Ça augmente beaucoup les réponses positives. Que ce soit les cartes, les calendriers ou une app, okay, qui donne un service. Excusez-moi. Donc, ce qui est requis, c'est de livrer le bon message au bon moment. Comme je disais tout à l'heure, on ne veut pas bombarder quelqu'un, on veut vraiment cibler avec le meilleur message possible ce qui intéresse la personne. Puis ça, bien, on ne le sait pas nécessairement avec la personne, on va le savoir avec beaucoup de données en appui qui est en arrière. Donc, ce qu'on veut faire, c'est on veut écouter les médias sociaux, les CRM et les autres sources pertinentes. On veut combiner les bonnes données. Une chose à mentionner ici, c'est que dans le sondage ce matin, on voyait qu'on parlait de l'analyse exhaustive. La réalité, c'est que les clients, les consommateurs ou les clients, ils participent à des trajets standards avec nos organisations. Donc, un trajet, ça peut être, par exemple, il vient de s'acheter un nouveau téléphone. Fait que là, la mise en place, la configuration du téléphone, s'assurer que tout marche bien, c'est un trajet standard que pas mal tous nos clients vont faire. Fait qu'ils vont appeler au centre d'appel, puis ils vont nous parler de leur téléphone, quelque chose qui ne marche pas, etc. C'est un trajet standard. Si je suis une compagnie, par exemple, de Je suis Bell ou Vidéotron, bien, un des trajets standards, c'est l'installation du câble ou du service de télévision chez moi. Donc ça, c'est un trajet standard. Puis il y en a typiquement 3 à 5 dans les organisations qui sont vraiment importants. Donc, quand on parle d'aller chercher des données, d'analyser exhaustivement les données, posez-vous la question, sur quel trajet est-ce que mon problème se situe, puis quelles données peuvent venir m'aider à mieux cartographier mon trajet. Alors, ne pas utiliser toutes les données, essayez de cibler un peu, parce que quand on travaille avec les données volumineuses, c'est sûr que la manipulation elle est plus complexe, c'est plus difficile, il y a plus de risques, donc on essaie de limiter un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on est capable de faire avec ces données-là. Donc, regardez les trajets que vos clients font et allez chercher les données qui sont pertinentes à ce trajet-là. L'autre chose qu'on veut faire, c'est assembler le message, puis éventuellement livrer le message à l'appareil pertinent. D'autres besoins qu'on peut tenter, d'autres problèmes d'affaires qu'on tente de résoudre, c'est d'optimiser le mix marketing. Donc, on veut attribuer les dollars marketing aux meilleurs canaux possibles. Alors là, on veut voir un peu d'où les ventes viennent, où les interactions sont meilleures. Alors là, il faut combiner beaucoup d'informations qui ne sont pas nécessairement juste dans un système ou sur un réseau social. Typiquement, là, ce que les organisations font, c'est qu'il y a un processus budgétaire. Souvent, ça peut être un concours de beauté. Souvent, ça peut être prédéfini. Donc, l'année passée, on a dépensé X en publicité. Fait que cette année, ça va être ça. Il y a plein de façons plus simples de faire les budgets qui ne sont pas nécessairement la meilleure façon de faire. Avec le big data, on va être capable de mieux comprendre où les budgets de marketing sont mis, puis ceux qui rapportent plus que les autres. On va avoir les dollars investis versus l'impact, c'est tout le temps le besoin qu'on essaie de résoudre. Et puis, je pense que le big data, avec les données des clients et les données internes et externes, peuvent nous permettre de faire. Donc, c'est bon d'avoir une approche structurée pour faire ça. Ça commence tout le temps par la bonne question. Donc, la question d'affaires qu'on essaie de résoudre. Est-ce que vous essayez d'augmenter le dollar moyen dépensé par client? Est-ce que vous essayez d'augmenter les ventes d'un certain produit? C'est quoi la question d'affaires que vous tentez de faire? Plus vous allez cibler votre problème d'affaires, plus vous avez des chances à y répondre comme il faut. Puis ça, big data ou non, c'est la même chose.
ça fait plusieurs années là, que je suis dans les données, je vais dire. Et puis, c'est un peu ce qui me marque le plus, c'est que le big data, comme il dit, c'est more of the same. Les données sont différentes, les manipulations technologiques sont différentes, mais le processus est pas mal le même. On essaie de résoudre des besoins d'affaires et puis on essaie de s'assurer qu'on n'en fait pas trop, on fait juste ce qu'on a besoin de faire pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Être créatif avec les données que vous avez déjà. Donc, c'est une chose d'aller chercher les données à l'externe puis essayer de faire toutes sortes de choses, mais vous avez peut-être de l'information interne qui vous permet de faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Le cas d'un telco, c'était en Afrique. Ce telco-là, il voyait un peu, parce que, vous savez qu'en Afrique, par exemple, au Kenya, il n'y a pas vraiment d'infrastructure de télécommunications, mais les mobiles, ça marche là. Alors, ils ont comme développé le mobile avant le landline, par exemple. Puis, la meilleure façon d'acheter des produits au Kenya, c'est à travers les téléphones mobiles. Donc, encore une fois, ici, on a quand même une industrie bancaire importante. Alors, il y a une résistance de ce côté-là. Mais là-bas, ils n'ont pas ça. Donc, c'est les compagnies de telco, c'est eux, à travers les téléphones mobiles, qui font les cartes prépayées quasiment. Alors, ils sont capables de voir des tendances au niveau de est-ce que les gens payent ou ne payent pas leur carte d'avance. Alors, leur comportement vis-à-vis les achats et comment est-ce qu'ils payent leur compte peuvent être un indice de bon crédit ou de mauvais crédit. Alors là, pensez-y, c'est une compagnie de telco, puis ils commencent à vendre des services de crédit un peu à la Equifax. C'est intéressant. Alors, vous avez peut-être dans votre organisation des données, vous mesurez des choses. Si vous y pensez un petit peu comme il faut, les données sont déjà là pour vous permettre d'avoir certains indices sur certaines choses. Optimiser les dépenses pour tous les canaux. Garder les choses simples. Encore une fois, garder les choses simples, c'est super important. C'est vrai dans tout. On essaie de simplifier la chose et non de la rendre plus volumineuse. Oui, c'est vrai que peut-être qu'on pourrait connecter certaines données pour améliorer, mais essayons d'y aller plus petit, puis de grandir itérativement en ajoutant plus de précision si on en a besoin. Comme je disais tout à l'heure, Amazon va anticiper les besoins futurs. Ça va être permis, ça, par le Big Data, c'est clair. Un ciblage plus précis marketing en temps réel. Donc, en ce moment, ce n'est pas temps réel. En ce moment, Big Data nous permet de déterminer certaines tendances, mais c'est tout le temps après le cas. C'est des projets d'analyse. Éventuellement, ça va venir s'automatiser, ce genre de choses-là. Pour dénicher la perle, bien évidemment, il faut essayer d'arrêter de regarder le passé puis commencer à regarder sur la prédiction. Okay? Donc, c'est pour ça que le Big Data est très, très étroitement relié avec tout le travail d'analyse prédictive. Donc, des statisticiens, des mathématiciens, les data scientists, c'est pour ça que c'est important, parce que le Big Data va nous permettre de détecter des choses qui n'étaient pas nécessairement visibles avant. On veut regarder le big picture. Le monde est très complexe. Par exemple, on regarde la télé, puis les pubs, puis on est sur notre iPad en même temps. Alors ça, il y a peut-être une connexion entre une pub qui passe à la télé ou un programme qu'on regarde, un reality show, comme ils disent, et ce qui se passe sur la tablette. Alors, il faut comprendre le big picture, puis essayer de voir, OK, mais il y a peut-être un lien entre ces données-là. Évaluer où est-ce que les gains arrêtent. Souvent, la règle du 80-20 s'applique beaucoup ici. Alors, vous êtes probablement capable de faire 80 de ce que vous avez besoin avec 20 des données. Alors, essayez pas d'aller à 100 nécessairement. Inclure la valeur de la marque. Donc, il faut utiliser le jugement quand les données sont incomplètes. Il y a des choses que vous savez à propos de votre marque qui ne sont pas nécessairement dans les données. Alors, n'essayez pas de dire « je sais que ça, c'est vrai », mais il va falloir que les données le prouvent, sinon je ne veux pas utiliser. Utilisez votre jugement.
S'il y a des choses que vous savez déjà, bien, faites cette hypothèse-là, partez avec ça, puis testez. Puis si ça fonctionne moins bien, bien là, vous pouvez revenir. Mais l'idée du trial and error, dans ce contexte-là, peut vous servir beaucoup à diminuer vos coûts et diminuer vos risques. Le marketing devrait s'impliquer dans l'analyse. Il ne faudrait pas prendre un problème d'affaires puis garrocher ça envers un groupe analytique, puis regarder, revenez-nous quand vous aurez quelque chose. Il faut que vous soyez impliqués parce que, pour revenir juste avant, il y a des choses que vous savez parce que vous êtes dans le day-to-day, vous comprenez votre produit, vous comprenez votre offre, peut-être mieux que les mathématiciens, je dis peut-être. Alors, travaillez en équipe avec eux autres. Qu'un VP marketing soit impliqué dans une analyse comme ça peut aider un directeur qui marketing. Renvoyez pas ça quelque part d'autre, c'est votre problème d'affaires. Vous avez des gens qui vont vous aider à le résoudre, mais c'est votre problème d'affaires à résoudre. Je l'ai mentionné tout à l'heure, cibler les trajets clés. Vraiment, dans toutes les organisations, il y en a 3 à 5. Regardez c'est quoi ces trajets-là, identifiez-les. Puis quand vous avez un problème d'affaires, essayez de voir, de regarder sur quel trajet je me situe. Puis là, bien, ça va vous donner une idée de quelles données peuvent contribuer. Puis les données qui ne sont pas sur ce trajet-là, ça ne donne rien de les inclure. Alors, ça va vous aider à simplifier et réduire vos efforts. Encore une fois, oubliez la perfection, ça n'existe pas. 80-20, trial and error, en itération, ça va aider beaucoup. Puis cibler des analyses de trajet, mais pas des rapports. Donc, on est habitué de voir des rapports, toutes sortes de choses, puis il faut se débarquer de ce mindset-là, parce que les rapports, ce que ça fait, c'est que ce qu'on essaie de dire avec un rapport, c'est qu'on sait c'est quoi qui a de l'impact et on veut le suivre régulièrement pour s'assurer qu'on ajuste le tir, mais de façon très fine. C'est ça qu'un rapport nous permet de faire. On voit c'est quoi les ventes du dernier mois, on voit c'est quoi la tendance des 3 derniers mois, on voit quelle... Fait que c'est bon, on a besoin de ça, mais quand on veut prédire le futur puis aller chercher des nouvelles possibilités d'affaires, ce n'est pas des rapports qui vont nous aider, parce que les rapports regardent le passé, ne regardent pas le futur. On a parlé tout à l'heure de... Oui, OK. Il me reste 5 minutes, puis je suis presque à la fin. Donc, il y a un enjeu de la vie privée. Alors, on peut se dire, oui, mais c'est d'avoir des pubs et des choses comme ça sur mon téléphone cellulaire. Moi, je ne veux pas ça. OK, pas de problème. Mais ça, c'est peut-être vous. Les jeunes qui ont 15, 20, 25 ans aujourd'hui sont habitués avec ça, sont toujours connectés. Pour eux, qu'une compagnie connaisse, elle, leur information, c'est normal. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est que la compagnie en abuse. Ça, tout le monde est d'accord avec ça, parce qu'on a tout ça en commun. Mais de plus en plus, que les compagnies utilisent les données pour améliorer le produit qu'ils vous offrent, s'ils le font bien, le coût que vous acceptez à laisser vos données manipulées par Google ou n'importe qui d'autre, du moment qu'ils l'utilisent bien et qu'ils vous offrent un bon service, puis un service qui vous est utile, puis que ce service-là vaut plus que le coût de partager vos données, ça va devenir de plus en plus fréquent et ça va devenir de plus en plus pervasif. Là. Ça va être un peu partout. Alors, l'enjeu de la vie privée, on en entend encore parler, mais moi, je dis que dans 10-15 ans, on va en entendre beaucoup moins parler. Ça va être un fait normal. Fait qu'il ne faut pas se laisser arrêter par ça. Alors, ça conclut la présentation. Elle va être disponible sur notre site Web. Je pense qu'elle va être disponible aussi sur le site de l'AMR. C'est ça? Fait que elle est disponible dès maintenant. Si vous pouvez aller, elle est sur notre site. Fait que vous pouvez y référer quand vous voulez. On va faire parvenir toutes les présentations à la fin de la journée. OK. Donc, Caroline. Est-ce qu'il y a des questions pour M. Larocque concernant sa conférence? Je vous invite à venir soit de mon côté au micro ou de l'autre côté pour lui adresser vos questions. Juste avant, je vais vous dire un peu les points qui ont fait réagir notre salle sur Twitter. Donc, le fait que le département marketing doit s'impliquer au sein de l'analyse des datas.
Le fait qu'on va atteindre le 6 millions d'appareils mobiles a fait également réagir. Et finalement, que le data est le pétrole de l'avenir. Donc, je vous remercie, puis je vais vous laisser avec la première question. Oui, moi, j'aimerais savoir votre opinion. Vous avez parlé d'Amazon avec les modèles prédictifs qui prennent l'initiative de livrer des items à des gens, à des clients, qui n'ont possiblement pas donné de permission. On joue dans le data, on joue dans la confidentialité, dans la confiance du consommateur. Personnellement, je ne suis pas confortable avec ça, parce que j'ai l'impression que parfois, quand on va trop loin, ça amène des situations qui font qu'on fait un gros retour en arrière, puis qui amène de la législation et tout ça. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Ah, vous avez tout à fait raison. En fait, ce que je pense qu'il va se passer, c'est qu'il va y avoir beaucoup de tests qui vont se faire, des projets pilotes, etc., pour justement s'assurer qu'on n'a pas un problème de PR là, dans nos mains. Ce que vous dites, puis la crainte que vous avez, oui, elle est toujours là. Par contre, il faut se rappeler aussi que sur Amazon, on se crée un compte, on se log, on a une interaction personnelle avec la compagnie. C'est pas quelque chose... Ils ne viennent pas chercher de l'information qu'on n'a jamais partagée avec eux. C'est basé sur, où est-ce que je reste, c'est basé sur mon âge que j'ai partagé avec eux, c'est basé sur, peut-être, je suis marié ou non, c'est quoi mon niveau de salaire, mon niveau d'éducation, qu'est-ce que j'ai acheté dans le passé? Est-ce que j'ai acheté des livres? Est-ce que j'ai acheté des faits loués pour mon chat? Est-ce que il y a plein de choses qu'ils vont commencer à voir, puis ils sont capables de voir des tendances. Et quand ils vont analyser tous les autres consommateurs, s'il y a des tendances qui sont similaires aux miennes, bien moi, par exemple, que je sais, je vous donne un exemple simple, là, que tous les 2 mois, je commande du papier pour mon imprimante à la maison. Mais tabarouette, si après 1 mois et demi, je reçois une chose de papier de Amazon, à la base, j'ai pas trop de problème parce qu'il me l'a envoyé en avance, puis qu'il m'envoie un message dans mon courriel qui me dit « Écoutez, on a pris la liberté de vous envoyer. Si jamais c'était trop d'avance ou vous ne vouliez pas qu'on fasse ça, faites simplement nous le retourner, puis tout part payé, puis on vous crédite. » Il y a des façons d'interagir avec notre clientèle qui va faire que les gens vont accepter. C'est sûr qu'il y en a qui n'accepteront pas, puis c'est la vie. Est-ce que ça répond à la question? Oui? Pas d'autres questions? Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. Bonne continuation.